Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. Well, here it's fine if you got the time and the time to get yourself in. And here it's time almost every night. But now I might be mistaken. Et voilà, l'instant est grave, solennel en tout cas. C'est la dernière vidéo d'intégrale de Riemann et on aura fini la feuille. Donc j'ai collecté les derniers exos qu'on n'avait pas fait, donc ce qui fait que d'ailleurs cette vidéo aborde des termes disparates, une espèce de salmigondie, mais il y a des exos intéressants. Alors, on attaque tout de suite. Il nous restait un exo à traiter sur la convergence simple et uniforme. Donc, c'est celui de la fonction sinus puissance n de x cosinus x. Donc, a priori, pour x appartient à R et n positif. Alors, force est de constater que tout ça, c'est 2π périodiques. Donc, on peut commencer par se restreindre à un intervalle de la forme moins pi pi. Et que se passe-t-il sur cet intervalle? Bien, vous voyez que, en fait, essentiellement, pour x fixé, c'est une suite géométrique. Donc il s'agit juste de déterminer comment la raison, c'est-à-dire sinus x, se positionne par rapport à 1 en valeur absolue. Bien, le sinus est toujours plus petit que 1, donc il faut regarder les cas d'égalité. Les cas d'égalité, c'est pi sur 2 et 3π sur 2. Mais si x égale pi sur 2 ou 3π sur 2, le cosinus est nul, donc vous voyez que fn de x vaut 0 tout le temps dans cette situation, donc ça converge bien vers 0. Maintenant, si x est différent de pi sur 2, 3π sur 2, eh bien, vous voyez que la valeur absolue de sinus x est strictement inférieure à 1. Et donc, vous avez une suite géométrique de raison strictement inférieure à 1 en valeur absolue. Eh bien, ça implique qu'elle tend vers 0. Donc la conclusion, c'est que fn converge uniformément vers la fonction nulle. Sur i et donc sur r. Converge simplement. Justement, je vais un peu trop rapidement. Donc, je m'intéressais à la convergence uniforme, c'est-à-dire à la suite des normes infinies. Mais du coup, je vais devoir considérer la fonction valeur absolue de fn. Et elle, vous voyez qu'elle est pi périodique. Oui. Donc, du coup, je vais m'intéresser à fn que sur le nouvel intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Oui. Ok. Je vais l'étudier, cette fonction, sur moins pi sur 2, pi sur 2. Fn est dérivable. Sa dérivée, qu'est-ce que c'est? C'est n sinus n-1 de x fois la dérivée de sinus fois cosinus, c'est-à-dire cosinus carré de x, plus sinus nx fois la dérivée de cosinus, c'est-à-dire moins sinus x fois sinus puissance n, donc sinus n puissance n plus 1x. Bien.
Alors, si je la considère sur moins pi sur 2, ouvert ce coup-ci, je peux diviser par cos x qui n'est pas nul, et bien vous voyez que ça vous fait sinus n-1x cosinus carré x. Non, si, bravo. N moins sinus carré sur cosinus carré, c'est-à-dire tangente x carré. Bon, on cherche les zéros de cette fonction. Eh bien, les zéros de cette fonction, vous voyez que j'ai les zéros de sinus. Et très probablement, alors il va falloir supposer que n est supérieur à 2 pour avoir une vraie puissance, éviter d'avoir des choses, mais c'est pas problématique puisque on fait tendre n vers l'infini, donc on peut se placer à partir de n'importe quel rang pour ce genre d'étude. Ok, donc je vais avoir les zéros de sinus, il n'y en a qu'un, c'est 0, et les zéros de cosinus, alors eux ils sont atteints aux bornes, mais aux bornes vous voyez que en pi sur 2 moins pi sur 2, je n'obtiens pas 0. Donc moins pi sur 2 et pi sur 2 ne sont pas des zéros de ma dérivée. Et il reste cette équation n égale tangente carré. N égale tangente carré, c'est équivalent à... Alors, tangente est bien définie sur moins pi sur 2, c'était ça l'intérêt de se placer sur cet intervalle ouvert. Eh bien, tangente est une belle bijection, donc vous voyez qu'en élevant au carré, ça c'est équivalent à tangente x égale plus ou moins racine de n, c'est-à-dire x égale plus ou moins, puisque l'arc tangente est une bijection impaire, donc arc tangente de plus ou moins racine de n, c'est plus ou moins arc tangente de racine de n. Et donc, vous en déduisez le tableau de variation suivant. J'ai moins pi sur 2, je vais avoir... alors, comment je vais l'écrire? Oui, je vais l'écrire comme ça. Moins arc tangente racine de n, 0, arc tangente racine de n, et pi sur 2. Bien. Ok, donc ma fonction dérivée, elle s'annule ici, elle s'annule ici, elle s'annule ici. Et donc là, j'ai f' de n et f de n. Alors, essayons de comprendre son signe. Donc, une fois que j'ai cette factorisation, eh bien, sur 0 pi sur 2, tout ça, c'est positif. Donc, le signe de f', c'est celui-là. Et vous voyez que tangente étant croissante, tangente carrée aussi. Et donc, vous voyez que ça, c'est positif et ça, c'est négatif. De sorte que... Alors, je vais être un petit peu plus précis maintenant. Dans le cas négatif, eh bien, vous voyez que cosinus carré est toujours positif. Donc la question, par contre, est un peu délicate parce que entre 0 et moins pi sur 2, eh bien, le sinus est négatif, mais vous avez une puissance n-1. Donc il va falloir distinguer deux cas. n-1 est pair. On va commencer par ce cas-là. Si n-1 est pair, ça c'est positif. Et donc, du coup, ça c'est le signe de cette chose-là. Mais cette chose-là, c'est positif ici, et puis bien sûr négatif ici. Donc du coup, ma fonction, elle fait ça. Crac, ici elle croît, et ici elle décroît. Oui. Eh bien, que vaut-elle en moins pi sur 2, ma fonction? Bien, elle vaut 0. Que vaut-elle en pi sur 2? Bien, elle vaut 0. Et que vaut-elle en 0? Bien, elle vaut 0. Mais vous voyez que pour n-1 impair, bien n est impair, donc cette fonction est impaire. Et si cette fonction est impaire, ça veut dire que la valeur qui est atteinte ici, c'est l'opposé de la valeur qui est atteinte là. Et du coup, bien l'étude montre que la norme infinie de Fn sur mon intervalle i étant moins pi sur 2, eh bien dans ce cas-là, c'est tout simplement Fn de arc tangente de racine de n. Oui. Alors si maintenant, je vais le faire sur la même feuille, si maintenant n-1 est impair, c'est-à-dire si n est pair,
eh bien, vous voyez que ma fonction devient négative ici, donc ici j'ai un moins, ici j'ai un plus, ma fonction croît, elle décroît. Et toujours par parité maintenant de cette fonction-là, bien vous voyez que la valeur atteinte ici, c'est la même valeur que là. Et donc dans le cas où n est pair, ben, j'obtiens exactement la même chose. Bien, et ben maintenant il ne reste plus qu'à évaluer ça. Alors qu'est-ce que c'est que fn de arctangente de racine de n? Bien, je sais que tangente de arctangente de racine de n, c'est égal à racine de n, mais ça c'est sinus d'arctangente sur cosinus d'arctangente. Oui. Donc ça vaut racine de n, bien vous en déduisez que le cosinus arctangente racine de n, eh bien c'est sinus arctangente racine de n sur racine de n. Et donc bah, vous voyez que bien fn de arctangente racine de n, c'est sinus d'arctangente, sinus puissance n d'arctangente fois sinus d'arctangente, donc sinus n plus 1 d'arctangente racine de n sur racine de n. Ben oui, mais votre sinus, il est inférieur à 1, donc ça, c'est majoré par 1 sur racine de n. Et 1 sur racine de n, ça a le bon goût de tendre vers 0. Et donc, bien, fn converge uniformément. La suite fn converge uniformément. Voilà, vive la science. Bien, alors on passe à l'exercice suivant. L'exercice suivant, il s'agit de l'exercice, j'ai noté ça quelque part, 68. Bravo. Et c'est dommage qu'on n'ait pas fait cet exercice 68 en mai. Hein, ça aurait été intéressant. Alors, cet exercice 68, c'est une suite d'intégrales doublement indexées. Donc, je prends n et m, deux entiers positifs, et je pose INM. C'est l'intégrale de 1, alors, j'arrive pas à voir, 1 à e, pourquoi pas, de x puissance n, ne, pardon, fois log de x à la puissance me. Bien, alors on critique tout de suite l'intégrale, bah, sur un e, tout ça, c'est défini, continu, c'est même c infini. Donc je n'ai pas de problème, l'intégrale est bien définie. Alors on veut chercher des relations de récurrence qui va nous permettre de définir, de calculer INM comme une somme. Alors, on vous demande de calculer INM plus 1, oui, en fonction de INM. Donc pour obtenir donc on va partir de INM plus 1. Oui. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va très probablement, ou à moins que je parte de INM, non, je vais partir d'INM plus 1. Allez, hop, c'est parti. X puissance n, ln de x à la puissance m plus 1. dx, je vais bien sûr dériver ça, ce qui va me permettre de descendre de 1. Donc j'intègre par partie. Alors ça me fait, ça me fait, en dérivée, m plus 1 ln de x à la puissance m, fois la dérivée de log de x, c'est-à-dire 1 sur x. Et je vais prendre x puissance n, intégrer ça, c'est un jeu d'enfant, c'est x puissance n plus 1 sur n plus 1. Et du coup, et après avoir posé ça, je vois que mon changement de variable me donne xn plus 1 ln de x à la puissance m plus 1 sur n plus 1, compris entre 1 et e.
moins, eh bien, moins m plus 1 sur n plus 1 intégrale de 1 à e de x puissance n plus 1 divisé par x, donc de x puissance n, ln puissance m. Et là, bah, vous voyez apparaître INM. Oui. Donc il reste à calculer ça. En 1, ça vaut 0, le m plus 1 étant plus grand que 1. Donc ça vaut 0. Donc il reste que la valeur en e. Log de e, c'est 1. Donc il me reste exactement e puissance n plus 1 sur n plus 1 moins m plus 1 sur n plus 1 INM. Bon, et qu'est-ce qu'on vous demandait de démontrer? Eh bien, on vous demandait exactement de démontrer ça. Et je dis bravo. Bravo, Bourgogne. Alors, petit b, on vous demande de calculer IN0. Eh bien, IN0, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est l'intégrale de 1 à e de x puissance n. Ben, ça me fait x puissance n plus 1 sur n plus 1. Compris entre 1 et e, ben ça me fait e puissance n plus 1 moins 1 sur n plus 1. Bon, et on vous demande d'en déduire que INM, alors je vais écrire la formule, INM, c'est exponentielle n plus 1 facteur de la somme de k égale 1 à m plus 1 de moins 1 puissance k plus 1 m factoriel sur n plus 1 à la puissance k m moins k plus 1 factoriel. Et puis j'ai un terme correctif qui est moins 1 puissance m plus 1 fois m factoriel sur n plus 1 à la puissance m plus 1. Et donc c'est compliqué tout ça. Ok, alors comment aborder une telle chose? Eh bien, il y a probablement, soit on utilise la relation, je vais la réécrire ici, INM plus 1, oui, et on essaye de proche en proche de calculer, ce qui pourrait être une chose tout à fait acceptable. Mais comme on vous donne la formule générale, ben vous avez tout intérêt à la montrer par récurrence. Alors vous vous donnez n'importe quel n, la récurrence doit porter bien sûr sur petit m, donc on se donne n quelconque, oui, et vous essayez de montrer que quel que soit m, vous avez cette égalité. Alors, pour m égale 0, eh bien vous avez calculé in de 0. Donc il s'agit de montrer in de 0, c'est exponentielle n plus 1 moins 1 sur n plus 1. Et bien vous regardez ce que vous donne votre formule ici pour m égale 0. Et bien ça me fait exponentielle n plus 1. Et ici ben, je n'ai qu'un seul facteur, parce que je vais de k égale 1 à 1. Moins 1 puissance 2, ça me fait 1. M factoriel, c'est 0. Donc j'ai n plus 1 à la puissance 1. Donc fois 1 sur n plus 1 à la puissance 1. Et m qui vaut 0, moins k qui vaut 1, plus 1, ça me fait 0. Donc ça me fait exponentielle de n plus 1 sur n plus 1. Et le terme correctif, il y a m valant 0, m plus 1 est impair, donc j'ai un moins. Et m factoriel va valoir, c'est 0 factoriel, ça me vaut 1, et là j'ai n plus 1, donc moins 1 sur n plus 1. Et est-ce que la formule est bonne? Eh bien oui. Ça me fait bien exponentielle n plus 1 moins 1 sur n. Alors supposons
Au rang M supérieur à 0, la propriété vraie. Oui, c'est-à-dire que j'ai bien ça. Et bien je regarde au rang n plus 1. Bien n plus 1, bien j'ai in m plus 1 qui va donc être égal à exponentielle n plus 1 sur n plus 1 moins m plus 1 sur n plus 1 INM. Mais INM, ben, je peux dire ce que ça vaut grâce à l'hypothèse de récurrence qui est là, que je mets là, de manière pédagogique. Bravo. Alors ça, c'est donc égal à E puissance n plus 1 sur n plus 1 moins, alors il s'agit de multiplier cette quantité-là par n plus 1 sur n plus 1. Donc moins E puissance n plus 1, somme de k égale 1 à m plus 1, de moins 1 puissance k plus 1. Alors, m plus 1 fois m factoriel, ben ça me fait m plus 1 factoriel, ça, il n'y a pas de problème. Et ensuite, eh bien, n plus 1 fois n plus 1 corps, eh bien, ça me fait n plus 1 k plus 1 factoriel, m moins k plus 1 factoriel. Pour l'instant, je ne touche pas à ça. Moins, eh bien, moins 1 puissance m plus 1. Eh bien, m plus 1 fois m factoriel, ça me fait m plus 1 factoriel, sur n plus 1 facteur de n plus 1 puissance m plus 1, ben ça me fait n plus 1 puissance m plus 2. Tout ça sent très bon, mes amis. Alors, on y est presque. Il s'agit ici tout simplement de faire un changement de... faire un changement d'indissage ici. Voilà. On va poser... qu'est-ce qu'on va poser? Eh bien, on va poser k' égale k plus 1. Oui. Et donc là, vous obtenez exponentielle n plus 1 sur n plus 1. Alors, je vais factoriser par exponentielle n plus 1. Ça me fait exponentielle n plus 1 facteur de 1 sur n plus 1. Le signe moins, je vais le rentrer. Donc ça va me faire un plus, somme de moins 1 puissance k plus 2. Mais k plus 2, bah, c'est k' plus 1. Oui. Alors, le m plus 1 factoriel, je n'y touche pas. Le n plus 1 puissance k plus 1 bah, devient k'. Et ensuite, le... alors pourquoi est-ce que je suis troublé comme ça? Parce que devient le m moins k plus 1 factoriel? Il devient m moins k. Alors, j'ai arrivé. K égale k' moins 1, ça me fait m moins k' moins moins 1 plus 1 plus 2. Donc ça me fait m plus 1 moins k' plus 1. Voilà ce que je veux écrire. Voilà, tout ça est parfait. Il ne reste plus que l'indissage. Et bien k partant de 1, k' va partir de 2. Et k allant jusqu'à m plus 1, eh bien, je vais jusqu'à m plus 2. Et ensuite, ben, j'ai moins par moins, ben, ça me fait plus. Moins 1 puissance m plus 2. Donc j'ai m plus 1 factoriel sur n plus 1 à la puissance m plus 2. Voilà. Bon, ben, le dernier truc, c'est de constater que si k' égale 1,
c'est K' égale 1, eh bien, vous voyez que quoi? K' égale 1, vous voyez que vous avez, alors ici j'ai oublié le factoriel, vous avez m plus 1 factoriel sur m plus 1 factoriel, et vous avez oui, n plus 1. Donc vous voyez que ça, bah, ça correspond très précisément à l'indissage K' égale 1 dans cette somme. Et donc, bah, pour finir, vous avez exponentielle n plus 1. La somme de K' égale 1 à n plus 2. De moins 1 puissance K' plus 1. Oui, parce que K' égale 1, ici ça devient pair, ça fait 2. Et donc c'est bien positif. Donc m plus 1 factoriel sur plus moins 1 puissance n plus 2 sur n plus 1 factoriel n plus 1 à la puissance n plus 2. Mais qu'est-ce que c'est que cette formule? Bah, c'est exactement mon hypothèse de récurrence au rang m plus 1. Donc n est quelconque, hein, je l'ai fixé ici, et donc j'ai montré que pour tout n j'ai ça, donc évidemment la propriété est vraie pour tout n et m, ce qui achève cet exercice. Alors l'exercice suivant, l'exercice 69, vous voyez, j'ai mis un petit CF 65. C'est en fait, à très peu de choses près, le même exercice que l'exercice 65. Vous voyez qu'il suffit juste de faire un tout petit changement de variable et de changer, pardon, E en log de 2. Donc, en fait, il n'y a aucune difficulté. Pourquoi est-ce que je l'ai rajouté dans la feuille d'exercice? Parce que j'ai l'habitude de rajouter chaque année les exercices que je mets à l'écrit. Alors ça, c'est un sujet qui est tombé à un contrôle continu. Et donc, bah, vous voyez, pourquoi poser ce genre de choses? Bah, c'est pour voir si vous aviez travaillé, celui-là. Donc j'ai très légèrement changé l'énoncé. Donc du coup, on ne va pas le corriger, hein, parce qu'il n'y a aucune difficulté. Allez voir l'exercice 65, qui est déjà traité en vidéo. Donc on passe au dernier exercice de cette feuille, qui lui est particulièrement intéressant. La notion de longueur de courbe. Alors, comme souvent en mathématiques, enfin pas comme souvent, comme tout le temps en mathématiques, on ne peut parler d'une notion que si on l'a proprement définie. Et vous remarquez que l'objet de l'intégrale de Riemann, bah, c'est exactement ça. On veut une notion d'air. Bah oui, mais la notion d'air, il faut la définir. Et donc, si vous vous souvenez bien, pour parler de l'air sous une courbe, bah, en fait, on a parlé de fonction en escalier, hein, c'est l'idée de Riemann. Et on parle d'approximation de l'air, sans l'avoir toujours défini. Mais il y a un présupposé quand même dans l'intégrale de Riemann, c'est que l'aire d'un rectangle, eh bien, c'est là le produit des longueurs des deux côtés. Voilà. Et bien pour la longueur d'une courbe, on va avoir la même chose. Je ne sais pas ce que c'est que la longueur d'une courbe. Par contre, bah, je vais partir d'un présupposé, c'est que je sais ce que c'est que la longueur d'un segment. Oui. Et l'idée, eh bien, c'est, voyez-vous, de prendre une subdivision. Oui. Et d'approcher, entre guillemets, mais là, c'est très intuitif, hein, il faut donner une définition propre. Donc d'approcher ma courbe par une ligne brisée relativement à cette subdivision, et partir du principe que je sais calculer la longueur d'un segment, et de dire, bah, je somme ces longueurs-là. Et comme pour l'intégrale de Riemann, bah, en fait, l'idée, c'est de regarder ce qui va se passer intuitivement à la limite, quand je prends des subdivisions à pas de plus en plus petits. Hein. Je vous rappelle que le pas, c'est le max de la différence de 2 points consécutifs de la subdivision. Bon, et bien si vous regardez la définition, pour ma subdivision, alors je l'ai noté x0, hein, x0, xn, et bien si vous regardez la définition de... Donc ça c'est ma subdivision, ls de f, qu'est-ce que c'est?
ben, il faut juste avoir compris que si je me place ici, j'ai un point MI, et ici un point MI plus 1, et bien MI est de coordonnées XI, F de XI, et que MI plus 1 est de coordonnées XI plus 1, F de XI plus 1. Eh bien, qu'est-ce que c'est que la longueur de MI plus 1? Ben, c'est la norme du vecteur MI plus 1. Et comme j'ai des coordonnées cartésiennes, ben, vous voyez que ça, c'est très exactement la racine de la différence des carrés de la différence des coordonnées, c'est-à-dire xi plus 1 moins xi au carré, plus f de xi plus 1 moins f de xi au carré. Donc cette somme qui est introduite dans la définition, eh ben vous voyez que c'est ce qu'on vous demandait en première question, hein, c'est après avoir expliqué ce que représente intuitivement, ben, là c'est exactement la longueur de, hein, si je vais de i égale 1 à n, et que je prends racine de... donc là je l'ai décalé d'un, je prends la supérieure. C'est exactement la longueur de cette ligne brisée. Bien. Et donc l'idée, bah, c'est de prendre des subdivisions qui sont de plus en plus, avec des pas de plus en plus petits, pour l'idée que cette ligne brisée approxime de mieux en mieux la courbe. Et donc, on est en mesure, grâce à cet objet, de donner une définition. La définition, c'est que la courbe f possède une longueur, LF, si et seulement si, eh bien, quel que soit epsilon supérieur à 0, eh bien, dès que vous vous donnez une subdivision de AB, eh bien, si son pas, alors, il existe un delta, si son pas est inférieur ou égal à delta, eh bien, ça veut dire que la somme, qui est l'équivalent d'une somme de Riemann, si vous voulez, moins la longueur est majorée par epsilon. Ça veut dire, vous voyez, c'est l'idée d'un passage à la limite, mais sur dont le paramètre de convergence est en fait le pas de la subdivision. Bien. Alors, je fais quelques commentaires avant de démontrer le résultat fondamental. Une courbe peut ou non avoir une longueur. Voilà. Une courbe bornée, on est sur un segment. Hein. Il y a, avec cette définition-là, des fonctions qui n'ont pas de longueur, des courbes qui n'ont pas de longueur. Vous pouvez avoir aussi des courbes. Alors vous allez dire, oui, parce que bon, on peut avoir trop de discontinuité. Oui, mais avec cette définition-là, vous pouvez aussi avoir des courbes continues qui n'ont pas de longueur, ou plus exactement qui ont une longueur infinie, bien qu'elles soient bornées. Ce qui est assez... une fonction continue sur un segment, c'est borné. Bien qu'elles soient bornées, vous pouvez avoir des longueurs infinies. Donc c'est vraiment une notion à maîtriser avec des pincettes. Ici c'est une introduction juste avec l'intégrale de Riemann, qui est largement suffisante pour l'ensemble des calculs traditionnels. Le point, c'est que vous pouvez avoir en fait des oscillations de fonctions qui sont beaucoup trop importantes. Et vous voyez, quand on finit par les sommer, bien qu'elles restent continues, ça va tendre vers l'infini. Donc à retenir, vous avez des courbes qui n'ont pas de longueur, c'est-à-dire telles que, il n'y a pas de choses qui vérifient ça. Il y a des courbes qui ont des longueurs infinies, bien qu'elles soient bornées. Et puis, vous avez, des longueurs infinies. Il n'y a pas de réel L tel que ça, mais en fait, vous pouvez faire tendre vers l'infini certaines de ces choses-là. Et aussi, alors, je voudrais faire un dernier commentaire. Il faut vraiment prendre des lignes brisées parce que le but n'est pas de l'approximation uniforme. Par exemple, si vous prenez la courbe toute bête, y égale x, oui, et vous avez 0, et vous prenez 1 sur n, 2 sur n, prenez une subdivision à part régulier, oui, et vous voulez par exemple approcher votre fonction, par des escaliers comme ça.
Bon, bah vous constatez que cette courbe-là, elle converge uniformément vers cette courbe-là, puisque le max de la différence entre les deux, c'est finalement la hauteur du triangle, et que quand n tend vers l'infini, cette longueur tend vers l'infini. Seulement le problème, c'est que si vous calculez la longueur de cette courbe, bah, vous tombez tout le temps sur 2. Oui, c'est très étrange. Alors que la longueur de cette courbe-là, c'est racine de 2. Oui. Ça tient au fait, comme on va le voir maintenant sur la chose fondamentale, c'est que quand vous êtes C1, en fait, la longueur dépend non pas de la courbe, mais de la fonction, mais de sa dérivée. Et ici, vous avez typiquement le problème d'approximation uniforme, où vous avez une suite de fonctions dérivables, en tout cas sur certains points, mais telles que la suite des dérivées ne converge pas uniformément. Donc derrière, il y a ça. Donc méfiez-vous des choses du genre, bah, si j'approche uniformément une courbe par deux familles de courbes qui convergent, donc uniformément, le passage à la limite va me donner la longueur de la courbe. Non. C'est pour ça qu'il faut travailler avec une définition, et celle-là est la plus simple possible, hein, et la plus intuitive. J'approche une courbe par une ligne brisée. Alors venons-en au théorème fondamental. Eh bien, on va supposer que f est C1. Oui. F est C1. D'accord. Et on va se donner une subdivision S. Donc c'est x0, etc., xn. Alors, comme f est C1, eh bien, le théorème des accroissements finis, appliqué au segment xi, xi plus 1, donc je vais le garder dans le même sens, xi moins 1, xi, donc c'est pour i plus grand que 1, ben, il me dit quoi? Il me dit que il existe un θ i qui appartient à cet ouvert-là, xi moins 1, xi, tel que f de xi moins f de xi moins 1 voilà, sur xi moins xi moins 1 est égal à f' de θ. Oui. Alors il peut en exister plusieurs, moi j'en veux juste un, je me le donne. Et donc du coup, bien vous voyez que si je considère la famille θ1, θn, et bien si je rajoute cette famille θ, j'obtiens une subdivision pointée. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que le L de sigma, le L de S, de F? Eh bien maintenant que je sais que ça c'est f' de θi, eh bien c'est la somme. Alors comme xi est toujours plus grand que xi plus 1, je peux factoriser dans ma racine, je peux factoriser par ça. C'est donc la somme de i égale 1 à n de xi plus 1 moins xi, facteur de racine de 1 plus f de xi plus 1 moins f de xi sur xi plus 1 moins xi, le tout au carré, mais ça vaut f' de θ. Donc au carré. Et là, tout d'un coup, je rappelle que f' est continu, bah, tout d'un coup, vous voyez que ça, c'est la somme de Riemann de la fonction 1 plus f' carré associée à la subdivision Sθ. Oui. Mais ce que vous savez, puisque la fonction t donne racine de 1 plus f' de t au carré est continue, vous savez que quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe un delta positif tel que, quelle que soit une subdivision pointée Sθ, eh bien si le pas
de S est plus petit que delta, eh bien ma somme de Riemann moins mon intégrale, intégrale de A à B, pardon, 1 plus f' carré de t dt, est majoré par epsilon. Ben oui, mes bons amis, mais ça, on vient de dire que c'est LS de f. Et donc, si vous prenez des subdivisions pointées, ben, si vous restreignez aux subdivisions, vous obtenez le même énoncé. Du coup, bien vous voyez que ça, c'est un réel qui, au sens de la définition qu'on en a donnée, est la longueur de la courbe. Ouais. Bien, alors je vous donne, ça vous donne un premier moyen pour calculer des longueurs de courbe à titre d'exercice, d'exemple. Il me reste quelques minutes pour la vidéo, mais c'est très bien. Moi je dis bravo et vive la science. On va par exemple calculer la longueur d'un cercle, ce qu'on appelle son périmètre. Et alors un cercle, ben, je vais le centrer en 0, je vais le prendre de rayon R. Oui. Et bien comme c'est l'ensemble, alors je prends juste le demi-cercle supérieur parce que j'ai une fonction x donne f de x. Donc ma fonction f, eh bien elle va aller de moins r, r dans grand R, et à x, qu'est-ce qu'elle va associer? Eh bien à x, les points doivent être équidistants, oui, et le point de coordonnées ici yx, il doit donc vérifier x2 plus y2 égale r2, donc vous voyez que ça vous donne racine de r2 moins x2. Alors, si je prends moins, ben, je vais avoir la courbe en dessous. Ok. Alors, cette fonction n'est pas C1. J'aurais peut-être pas dû commencer par ça. Pourquoi? Parce que en x est plus ou moins r, elle n'est pas dérivable. Mais vous voyez qu'elle est presque tout le temps dérivable. Il n'y a qu'en r et moins r que ça cloche, donc je me ramène en moins a1 avec a strictement inférieur à r. Vous commencez à avoir l'habitude de ça. Et là, tout d'un coup, elle devient C1. Donc je peux calculer l'intégrale entre moins a et a. De, alors f' de x, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est moins 2x sur 2 racine de r2 moins x2. Les deux se simplifient. Et donc, bah, d'après ma définition, l'intégrale que je dois considérer, c'est 1 plus le carré de ça. Et le carré de ça, et je ne me suis pas trompé, non, je dis bravo. Le carré de ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est x2 sur r2 moins x2. Oui. Ce qui me fait dx. Ce qui me fait, quand je réduis au même dénominateur, r2 moins x2 plus x2, donc r2 sur r2 moins x2. Le r2, je le sors de l'intégrale, et donc il me reste dx sur racine de R2 moins X2. Voilà. Alors, comment calcule-t-on cette intégrale? Bah, là aussi, vous devez connaître le changement de variable opéré. Je vais poser x égale R, par exemple, cos t. Oui. Alors, du coup, j'ai dx qui va être égal à... Alors, je peux plutôt sinus t pour éviter d'avoir un moins. Alors, ça me fait r cos t dt. Oui. Et donc, bien ça va me faire r fois l'intégrale de moins b à b. Ou b, bah, on va expliquer ce que c'est. B, on va expliquer tout de suite ce que c'est. B, c'est arc sinus de A sur R. Okay. De moins b à b, de r cos t dt sur... Alors j'ai R2
moins R carré sinus carré, donc ça me fait R racine de 1 moins sinus carré, donc valeur absolue de cos t. Seulement sur moins BB, eh bien le cosinus va être positif, puisque je suis entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc du coup, eh bien, je peux retirer la valeur absolue, et vous voyez que pour finir, ça me fait R se tue, cos se tue, donc il me reste 2RB. Bien, et pour finir, eh bien, quand A tend vers R, A sur R tend vers 1, et donc arc sinus de A sur R tend vers pi sur 2. Et donc, conclusion, eh bien, l'intégrale de moins R à R de racine de 1 plus f' carré de x dx, c'est donc la limite quand A tend vers R de moins R à R de racine de 1 plus f' de x carré dx. Ben ça, on vient de le voir, ça me fait R pi. C'est-à-dire que la longueur du demi-cercle, cette longueur-là, c'est R pi. Ben, si vous voulez la longueur de tout le cercle, ça vous fait bien 2 pi R, et vous retrouvez la propriété classique. Voilà, mes chers étudiants de L2, ben maintenant il faut bosser. Hein. Voilà. Sinon Bru se fâche, et quand Bru se fâche, ça barde, ça va barder. Voilà, ben j'en ai fini avec les vidéos de L2. J'ai fini les vidéos d'analyse convexe pour la L3. Donc ça permet d'assurer le coup au cas d'une reprise du coronavirus. Et en fait, de manière générale, ça vous donne un nouvel outil. Certains étudiants m'ont dit que c'était très très bien. Donc ça vous donne un nouvel outil pour travailler. Et pour éviter de venir en TD et glander, pour vous donner bonne conscience, maintenant vous glanderez devant les vidéos YouTube du professeur Bru. Voilà, je sors mon gun. Quand j'entends le mot culture, je sors mon revolver. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.